BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Hebdocom, le premier de l'année. Et 2021 sera une année où le secteur de la publicité fera encore l'actualité. La com des marques sera faite d'humour, d'inclusion, d'engagement. Et il sera aussi question d'utilité sociétale. Pour les accompagner, les agences ont un rôle clé à jouer. Nous recevons pour en parler Gilles Deléris, co-auteur du livre Lettres d'adieu au marketing, tout juste sorti cette semaine. Ensuite, ce sera l'édito de Valérie Potin. Et vous verrez qu'au-delà du gain, gratter un jeu, c'est aussi aider la Française des Jeux. Enfin, zoom sur la nouvelle campagne de l'ARPP, une prise de parole pour mettre en lumière les métiers invisibles et pourtant essentiels au monde de la pub. Son directeur général, Stéphane Martin, sera sur notre plateau. Et voilà le programme. Hebdocom, c'est parti pour quasiment 30 minutes. BFM Business, Hebdocom, les news. Ils étaient déjà très en forme, ils le sont encore plus après les fêtes. Ils sont à mes côtés, Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et encore plus accro à la pub que jamais, Julien Rizzo de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, 2020 a été une année particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors Burger King a décidé d'apporter un peu plus de bonheur dans le futur. C'est votre premier coup de cœur de l'année, Julien. Après les mauvaises surprises de l'année dernière, difficile de prévoir l'avenir. Pourtant, c'est ce qu'a fait Burger King dans sa nouvelle campagne digitale. On y découvre une frise chronologique plutôt inquiétante. Après la Covid-19 en 2020, le fast-food prévoit un 13e confinement en 2022, l'oxygène qui devient payant en 2057, une invasion d'extraterrestres en 2757, jusqu'au nouveau règne des dinosaures en 3129. Alors je sais pas vous, mais moi, c'est des scénarios catastrophes qui donnent personnellement envie de respirer dans un sac en papier pour éviter de faire un malaise. Mais heureusement, Burger King est là pour nous assurer qu'au moins quelque chose de bon arrivera dans le futur. La marque lance une opération marketing qui permet de commander gratuitement sur son application son célèbre hamburger, le Whopper, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030. Attention, l'offre est limitée à 100 000 personnes et le bon d'achat ne sera valable que sur la date que vous avez sélectionnée. Une bonne nouvelle en ce début d'année pour les fans de la marque, imaginée par l'agence Buzzman. On imagine donc, Julien, que vous n'avez pas commandé pour 2030, mais bien pour 2021 pour ce Whopper. Allez, pour ceux qui préfèrent des repas un peu plus légers, il y a la nouvelle campagne de Liebig. Oui, si vous faites partie de ces Français qui se posent de plus en plus de questions sur leur alimentation, ceux qui scrutent la liste des ingrédients des produits qu'ils achètent, vous allez peut-être vous reconnaître dans cette publicité. Liebig, accompagné par l'agence CLM BBDO, a décidé de les mettre en scène. Je vous propose de regarder un extrait. Pommes de terre, 75%, eau, 10%. Et le reste, c'est quoi? De l'air? Excusez-moi. Bonjour madame. C'est de saison, ça? Ah, mais de quelle saison vous parlez? Courgettes d'Espagne? Tu crois qu'elles ont fait bon voyage? On la catale. Alors je ne sais pas où, mais j'aurais adoré entendre les courgettes répondre Moulganitou. La publicité adopte donc un ton humoristique pour montrer certains décalages entre les nouvelles attentes des consommateurs et les produits en vente. De son côté, Liebig a entamé sa transformation en 2018. La marque a revu la composition de ses soupes avec des ingrédients naturels, un moyen pour les consommateurs de consommer sans se poser de questions. Et on termine, Julien, avec la nouvelle campagne d'affichage de Ouigo. Oui, le TGV à bas coût de la SNCF veut mettre l'accent sur ces nouvelles destinations pour aller à la montagne, direction les Alpes, pour seulement 10 €. Et c'est écrit en très gros sur les affiches, un prix tellement attractif pour qu'on en oublierait même le paysage en arrière-plan sur ces affiches. En fait, l'agence Rosa Parks s'est amusée à détourner les images des Alpes. Sur une d'entre elles, on découvre que les sapins ont été remplacés par des chouettes, sur une autre que les montagnes sont en fait des baguettes de pain, et la dernière que les immeubles des hôtels ont été remplacés par des tapettes à souris. Une campagne qui joue avec nous à cache-cache et que l'on peut découvrir sur les réseaux sociaux. Merci Julien Rizzo. Frédéric, ça va faire 2 fois en très peu de temps, 2 fois que vous êtes convaincu par la nouvelle campagne des magasins U. Oui. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un poisson, mais d'une poule. Oui, d'une poule et surtout en fait d'un œuf qui remonte le temps. Voilà, qui remonte le temps de nos jours jusqu'aux dinosaures qui reviendront. Donc si j'ai bien compris ce que prédisait en Burger King, en 3157. Merci, mais là on repart en arrière. Donc c'est un œuf qui remonte le temps, qui traverse le temps. C'est très à la mode, les frises du temps en ce moment. Là c'est pour Système U, c'est vrai. J'en avais déjà parlé. C'est toujours signé TBW à Paris. C'est très drôle, c'est léger et tout ça c'est
c'est pour dire que les œufs de Système U, ils sont élevés avec en plein air, quoi. Enfin, les poules qui pondent les œufs en question. Voilà, et puis surtout, on se pose du coup tous la question à nouveau en regardant cette publicité, est-ce que c'est l'œuf qui vient de la poule ou est-ce que c'est la poule qui vient de l'œuf? Je préfère prévenir que la publicité ne répond pas à la question. Merci Frédéric. Allez, tout de suite, on enchaîne avec l'invité de la semaine. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Et c'est le cofondateur et directeur de la création de W qui est sur notre plateau, Gilles Deléris. Bonjour. Bonjour Marie. Alors on va parler avec vous du livre Lettres d'adieu au marketing. Il est sorti cette semaine aux éditions Télémac. C'est un recueil de 18 lettres écrites avec Denis Gancel et vos collaborateurs de W pendant le confinement. Racontez-nous comment vous est venue l'idée d'écrire ces lettres. Alors, je peux faire une histoire longue et une histoire courte. Je vais l'essayer dans la version courte. En fait, les réflexions qu'on trouve dans ce livre, elles ont été initiées il y a quelques années, lorsqu'avec Denis, nous avons publié un premier livre qui s'appelait Ecce Logo, dont le sous-titre était les marques anges et démons du XXIe siècle. Donc, nous sommes des praticiens des marques et on s'intéresse à leur façon de s'exprimer, de prendre la parole, d'entretenir des relations avec leur public. On a recommencé on a poursuivi cette réflexion, on va dire, en septembre 2019, au moment où la loi Pacte prenait beaucoup de place sur le terrain de la communication, avec notamment la question des entreprises à mission, des raisons d'être. Et on s'est dit qu'il était intéressant d'y travailler. On a donné un nom à cette réflexion qu'on a appelée le contributing. Et puis le confinement est arrivé. Et on s'est retrouvés chacun dans nos appartements ou nos habitats respectifs. Et on s'est dit, on va pas rester les bras ballants, on va profiter de ce moment-là pour échanger entre nous, poursuivre cette réflexion sur un mode un peu long, un peu plus lent que les 280 signes de Twitter. Et on a proposé aux membres de l'agence, à ceux qui étaient intéressés, de participer à cet échange épistolaire. Denis et moi, on en a fait 5 chacun, et puis les autres ont contribué, sont intercalés dans nos échanges. Alors le marketing est mort, ou en tout cas vous lui dites adieu, et vous le remplacez par le contributing. C'est quoi le contributing? C'est quoi ce gros mot? Alors, peut-être la réflexion, elle part d'une analyse assez simple. Le marketing est né avant-guerre. Au XXe siècle. Il a pris tout son essor après la Seconde Guerre mondiale, quand il s'est agi de transformer l'industrie de guerre en industrie marchande. Et c'est une science qui s'est mise au service des entreprises dans l'intérêt des actionnaires. Pour maximiser les profits et pour faire en sorte que les ventes explosent. Là, j'ai parlé du contexte de la loi Pacte. Évidemment, ces réflexions, elles occupent un certain nombre de professionnels depuis plusieurs années, mais cette occasion était intéressante pour que on ouvre une voie nouvelle et que le contributing soit en fait une première base pour accompagner les marques, bien entendu dans l'intérêt des entreprises, mais aussi des parties prenantes, des corps sociaux, de la responsabilité sociétale, de toutes ces dimensions nouvelles qui deviennent une responsabilité forte sur lesquelles les marques s'engagent aujourd'hui. C'est-à-dire que le contributing, c'est répondre aux nouvelles attentes des consommateurs, c'est un peu ça ? Absolument. Alors naturellement, ces attentes, elles divergent selon les consommateurs. Il y a un niveau émergent de plus en plus fort de consommateurs qui sont attentifs à ces questions. Vous savez que on ne peut plus raconter n'importe quoi maintenant sur les réseaux sociaux, que les consommateurs sont très attentifs, hyper informés. Ils sont implacables dès lors que les entreprises sortent de leur rôle ou ne donnent pas la preuve, ne font pas la preuve de ce qu'elles avancent. Et naturellement, les attentes changent. Elles ont beaucoup évolué. On a parlé de l'après-guerre, les années de surconsommation étaient joyeuses, étaient enthousiastes, et puis là, évidemment, depuis maintenant 10-15 ans, les éléments se retournent, il y a des indicateurs forts, il y a le GIEC qui fait des dossiers très impressionnants, qui sont de plus en plus popularisés, et il y a l'effet Greta qui est arrivé également dans cet écosystème-là, et naturellement, il y a une incidence sur les attentes nouvelles, sur les nouveaux usages, et on imagine que le contributing, ce sont les premières pierres pour avancer dans cette voie, pour accompagner les marques d'une manière plus raisonnée, plus responsable. Alors, vous le disiez aussi, les consommateurs sont très attentifs justement à la communication des marques, tout ce qui est aussi une communication plus responsable. Est-ce qu'aujourd'hui, pour continuer d'exister, ces marques, elles n'ont plus le choix que de se transformer ?
Ah oui, je pense que c'est se transformer ou mourir. On est dans cette logique-là, et du reste, c'est en à peine un an, puisque la loi Pacte a un peu plus d'un an maintenant, en à peine un an, il y a plus de 120 entreprises qui ont déposé une raison d'être, et plus de 50 d'entre elles qui ont accédé au statut d'entreprise à mission. Une entreprise à mission, c'est très contraignant, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'indicateurs à suivre et à surveiller, et ça part d'une initiative managériale forte. Alors, naturellement, qu'est-ce que c'est que 50 entreprises à l'échelle d'un pays comme la France ? Eh bien, c'est la partie émergée de l'iceberg qui fixe un cap. Et ce sont très souvent des entreprises qui sont des entreprises leaders, avec à leur tête des chefs d'entreprise ou des managements visionnaires qui s'engagent dans cette voie, et c'est une voie, selon nous, qui est irréversible. Donc celles qui ne se transformeront pas, eh bien, feront l'objet d'attaques, feront l'objet de défiance encore plus forte, puisque évidemment la défiance des marques, et vous savez que 7 marques sur 10 pourraient disparaître demain sans que personne s'en préoccupe. Et ces indicateurs-là deviennent tout à fait clés. C'est un peu ce qui est important, c'est quand même de souligner que votre lettre d'adieu est une lettre, et c'est surtout un encouragement à aider les marques. C'est pas, c'est bien absolument un sujet positif. Bien sûr. Nous, on est engagés dans ce métier depuis maintenant un certain nombre d'années. Ça se compte en décennies, et ce sont des métiers de passion, ce sont des métiers de conviction, avec le sentiment qu'on fait œuvre utile. Ça va pas de soi aujourd'hui de faire face à la Convention citoyenne qui, dans un même élan, explique qu'on est à la fois inutile et responsable de tout. Non, pas du tout. On a la conviction que nous sommes dans un secteur aux premières loges des transformations qui doivent être menées. On fait partie des industries culturelles. Moi, je suis convaincu que les industries culturelles doivent être partie prenante de cette transformation de nos imaginaires. Et c'est ce à quoi, notamment, les États généraux de la communication commencent à travailler. Mon associé Denis Grancel, co-auteur du livre, y est partie prenante. Il y a des ateliers qui sont menés dans cette voie-là, et bien sûr que c'est très positif, et que c'est une perspective de renouveau, de réinvention, et c'est plutôt exaltant, et c'est une perspective que nous devons naturellement à nos clients qui se transforment, mais aussi aux jeunes. Oui, parce que vous êtes prof l'un et l'autre à Sciences Po. Alors Denis et moi sommes enseignants, il y a d'autres membres qui ont participé à ce livre qui enseigne également, et on est frappé de ça, c'est-à-dire que les jeunes gens que l'on rencontre se posent des tas de questions sur leur avenir professionnel et sur leur propre raison d'être. Est-ce que je me suis engagé dans une voie dont je peux être fier, en réalité ? Et le master marketing, ça ne fait plus rêver aujourd'hui ? Mais il y a même des masters marketing qui se débaptisent pour essayer de franchir ce cap difficile. Mais si vous demandez à des jeunes qui ont entre 20 et 25 ans et qui seront les consommateurs de demain ou les professionnels de demain, quelles sont les marques dans lesquelles ils placent leur confiance, ils vont vous parler d'économie circulaire, ils vont vous parler de reuse, ils vont vous parler de développement durable, et puis ils vont vous dire « j'adore cette marque parce qu'elle ne fait pas de publicité ». Bien évidemment qu'elle fait de la communication et qu'elle utilise des outils d'aujourd'hui. Seulement, elle le fait sur un autre mode, avec d'autres attentes et des preuves qu'elle délivre à ses consommateurs. Le contributing, c'est une version positive et très créative. Ça, j'insiste beaucoup sur cette notion-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique malthusianiste où tout va s'effondrer, où tout ça est triste. Non, au contraire. Ça doit être jubilatoire et ça doit être frais pour inventer de nouveaux imaginaires. C'est ça l'enjeu. Alors les nouveaux imaginaires, ils passeront par les jeunes, ils passeront aussi par les agences. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord aussi, avant que ces agences du coup accompagnent les marques qui doivent suivre le mouvement et changer, est-ce que ces agences, elles ne doivent pas elles aussi d'abord se modifier et se transformer ? On ne peut pas imaginer que les entreprises se transforment et que nous on reste les bras ballants, en avant comme avant. Non, c'est évidemment pas possible. Qu'est-ce qu'il faut changer aujourd'hui dans les agences ? Il y a plein de points. Alors précisément, les états généraux de la communication mène cette réflexion. Alors il y a des points par exemple sur la neutralité carbone. Bon, ça sont des démarches. Alors c'est très technique, hein, scope 1, scope 2, scope 3. Donc scope 1, scope 2 sont les deux premiers scopes sur lesquels les agences vont se mobiliser. Il y a celui des nouveaux imaginaires, bâtir des nouveaux imaginaires. Moi j'en rajouterais bien qui fait partie des réflexions, c'est celui sur la représentation et sur les RH dans nos agences. On a quand même traversé des moments un peu difficiles. On a considéré pendant des années que le harcèlement, le sexisme
sexisme c'était moderne et que c'était à la mode. Non, c'est pas possible. Donc revoir ces questions de l'équilibre, de la représentation, naturellement des femmes, mais pas seulement, des minorités, c'est central. C'est vrai dans tous les secteurs économiques, mais c'est crucial dans le nôtre, où nous sommes émetteurs de messages. Si vous mettez 10 mâles alpha autour d'une table de réunion, vous n'allez pas avoir le même résultat que si vous mettez un public équilibré et contradictoire à l'intérieur de la même salle. Et vous aurez des messages différents. Et vous n'aurez plus les mêmes stéréotypes que la réclame a entretenu pendant des années. Merci Gilles Deleuris d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes cofondateur et directeur de la création de W et co-auteur donc de Lettres d'adieu au marketing. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Et il a joué les bons numéros. Le premier édito de l'année lui revient. Valérie Potin, bonjour. Bonjour. Journaliste spécialiste des médias et des stratégies de marque. Nous parlons aujourd'hui d'argent, mais pas seulement. Avec vous, Valérie, et cette campagne FDJ réalisée par Havas Paris. Absolument. On ne parle pas que d'argent avec ce film qui a été réalisé par Vladimir de Fontenay et dans lequel FDJ continue de raconter et de se raconter au public comme elle le fait depuis 2019. Alors, après avoir évoqué ses origines et sa raison d'être, plutôt solidaire et humaniste dans le film Origine. Puis après nous avoir parlé d'un jeune couple qui avait gagné, qui était devenu millionnaire même en jouant les chiffres du code barre de sa bouteille de lait. FDJ nous raconte cette fois les nombreux engagements et bénéfices, alors financiers mais pas qu'elle apporte à la société et aux Français en particulier. D'ailleurs, on peut rappeler au passage qu'en plus d'être l'opérateur historique des jeux d'argent, FDJ, c'est aussi un gros bailleur du sport, amateur et professionnel. L'engagement le plus connu, évidemment, c'est l'équipe cycliste FDJ. C'est aussi un des grands acteurs de l'éducation, de la formation et de l'insertion à travers une fondation d'entreprise FDJ. Et c'est pour nous expliquer tout ça, pour nous signaler cette réalité moins visible, que la marque a repris la parole avec un film qui est dans la droite ligne des précédents, mais avec quelques changements assez notables. Alors, qu'est-ce qui change ? Alors, après nous avoir valorisé son histoire, sa vraie histoire, après nous avoir valorisé ses gagnants dans des créations qui étaient très publicitaires, avec des images très scénarisées, avec des images très contrôlées, cette fois, la marque fait un pas de plus dans la réelle publicité, où elle intègre au spot, en plus des séquences scénarisées qu'on a vues, elle intègre à son spot un certain nombre d'images qui sont cette fois-ci de vraies scènes de vie prises sur le vif, avec de vrais gens, de vrais bénéficiaires justement de FDJ, pour nous présenter in fine un panel où se côtoient des champions et des gens assez ordinaires. L'autre changement, c'est qu'après nous avoir parlé de son histoire, elle a décidé cette fois de nous la chanter, même de nous la slammer, pardon, c'est pas ma spécialité pour le coup, à l'appui d'un texte qui est assez poétique et qui joue avec les multiples façons de gagner, avec les multiples définitions du mot gagner. Alors, je ne sais pas si on peut entendre là. On va écouter un petit extrait, oui. On peut gagner son pari, gagner des millions. Gagner à Paris, gagner à Gabian, gagner par l'émotion, gagner à l'occasion. Pas aujourd'hui, merci. Sans obsession. On peut gagner en maillot, gagner en slip. Gagner sans perdre les siens, gagner sans perdre son chemin. Voilà, donc là on est sur un parti pris créatif qui du coup fait passer un peu comme une lettre à la poste ce film qui dure quand même 1 minute, même s'il y a des formats en 20 et 45 secondes. Donc à moins de vraiment détester le slam, objectivement on passe un bon moment devant ce film, ce qui est plutôt appréciable dans le contexte actuel. On est donc face à une bonne campagne de pub, Valérie. Oui, on peut même dire que, même si FDJ se défend un petit peu de toute démarche publicitaire au sens mercantile du terme, on est vraiment face à une vraie bonne pub. D'abord parce qu'en plus d'être divertissante, on vient de le voir, c'est une pub qui est informative. C'est-à-dire que si vous voulez savoir ce que fait FDJ, déjà vous pouvez regarder la pub et vous le saurez. Ensuite parce qu'elle est vraiment, elle sert vraiment l'image de l'entreprise, tant auprès des investisseurs, des actionnaires, mais aussi de l'interne et des clients. Et puis enfin, parce qu'après une minute de visionnage et d'écoute de cette publicité, on cherche un petit peu les bonnes raisons de ne pas se ruer dans une maison de la presse, dans un bureau de tabac ou dans un point de vente, non pas pour acheter un billet, surtout pas, mais plutôt pour aider la FDJ à poursuivre son action, son soutien au sport et à l'insertion. Parce que dans cette pub, acheter n'a plus rien
de cupide, Frédéric. Voilà. Acheter, c'est un acte qui est quasiment citoyen, qui est responsable et qui est humaniste. Et donc du coup, on en oublierait presque que le jeu est aussi potentiellement quand même un générateur d'addiction dont l'abus est dangereux et pas que pour le porte-monnaie. Et c'est peut-être là justement le vrai reproche qu'on peut adresser à cette campagne qui, sur cet aspect, honnêtement, nous sert le minimum légal avec une simple mention écrite, visible 5 secondes, en tout petit, en bas de l'écran et en fin de publicité. Donc, parfaitement invisible, comme le sont d'ailleurs pratiquement toutes les mentions légales en publicité télévisée. Et on pouvait en attendre un petit peu plus, en fait, de la part d'une entreprise leader qui se revendique responsable. Merci Valérie Potin. La prochaine fois, il faudra donc nous faire un édito slamé. La publicité a de l'avenir quand elle est bien accompagnée. C'est le message de l'ARPP dans sa nouvelle campagne. On en parle tout de suite dans Hebdocom. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Et il nous a rejoint. Bonjour Stéphane Martin. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dévoilez 3 visuels sur les réseaux sociaux avec l'agence Josiane. Des photos sur lesquelles on voit Valérie ou Maxence par exemple. Des personnes qui ne sont pas des DIRCOM, pas des directeurs de créa non plus. Ils sont juristes. Et eux aussi, ils ont participé à des campagnes publicitaires réussies. Alors les juristes, ce sont des talents dont on ne parle pas assez, vous pensez Stéphane Martin ? Oui, c'était l'idée derrière, et merci encore à Josiane d'être venue avec cette idée de montrer que, bien sûr, on est en accompagnement, c'est la signature, la publicité a de l'avenir quand elle est bien accompagnée, parce que justement le rôle de l'autorégulation de la publicité, depuis très longtemps, c'est d'accompagner toute une profession, bien sûr les marques, c'est pour ça qu'il y a un directeur de la communication, bien sûr les agences, c'est pour ça qu'il y a un team créatif, et les médias, et avec une directrice du planning, de les accompagner pour une publicité véridique, loyale, saine, une publicité responsable. Donc c'était l'idée cette fois-ci d'utiliser véritablement nos collaborateurs et dans nos locaux. Des juristes en fait, c'est ça, des métiers invisibles vous dites. Et voilà, et dont essentiellement, puisque l'ARP c'est beaucoup évidemment des juristes, mais Maxence est au support client aussi, puisqu'il y a toute une démarche évidemment technique et technologique derrière. Donc voilà l'idée, le clin d'œil de cette rentrée, qu'on voulait une campagne là encore pédagogique aussi sur ce qu'est l'autorégulation et ce qu'elle apporte à côté de la profession. On appelle presque à la profession, pensez que depuis très longtemps vous êtes bien accompagné avec l'ARP et donc profitez-en et surtout valorisez-la alors qu'on parle beaucoup de transition et donc c'est un peu notre pub du réel aussi. Et alors pourquoi ces métiers dont on parle peu sont essentiels aujourd'hui dans le monde de la pub ? Ils l'ont en fait toujours été, mais je pense qu'ils le sont encore plus quand il y a une pression de la société. C'est normal à ce que la pub bouge, à ce qu'il y ait une transition. Alors vous en parlez suffisamment, on est partie prenante de la filière de communication, avec l'Union des marques, on est dans les états généraux de la communication, donc il y a cette réflexion globale, donc nous sommes une partie de cette réflexion, mais une partie qui est celle qui est la plus visible évidemment de tous les téléspectateurs, puisque c'est le résultat de ce qui est vu. Et l'autorégulation arrive à démontrer qu'elle est efficace, bien sûr en travaillant beaucoup avant diffusion. C'est tous les métiers justement de nos juristes. L'année dernière, c'est 45 000 dossiers qui ont été vus avant diffusion, toute la pub télé, mais aussi tous les autres médias. Et cette activité avant diffusion, elle permet justement d'éviter qu'il y ait des dérapages après diffusion, et s'il y en a, il y a aussi un dispositif de contrôle après diffusion, un dispositif de responsabilité. Mais alors quand on entend qu'il y a une ministre, Madame Pannier-Runacher, qui envisage, qui dit travailler à réduire la publicité pour les automobiles à essence, enfin à moteur thermique, là, le rôle de la RPP et historiquement de l'autorégulation, comme vous le disiez, c'est que, en gros, de décourager l'État ou de prouver à l'État qu'il n'y a pas besoin de loi pour réguler la publicité. Et là, manifestement, la pression de la société est telle que les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent. Il faut évidemment du droit dur. Nous sommes le droit souple. Le droit dur est nécessaire puisque, par exemple, sur tout ce qui est les pratiques commerciales déloyales au sens très large. Mais il faut aussi pouvoir démontrer que la publicité accompagne la transition et que
En tout cas, la publicité est capable de prendre des engagements depuis très longtemps. Les codes de conduite, les recommandations sont des engagements, et avec une démonstration de l'application, de la bonne application même de ces codes. Après, les engagements peuvent aller éventuellement plus loin. C'est au secteur, et alors là sur les véhicules thermiques, c'est au secteur de s'engager. Mais c'est vrai que le rôle de nos démonstrations collectives, et c'est pour ça que c'est un appel finalement par ce clin d'œil, c'est un appel collectif à démontrer que ça marche. Ça s'adresse à qui? C'est ça, mon interrogation, c'est une campagne très marrante, très réussie, mais juste mon interrogation, c'est au fond à qui elle s'adresse? Elle s'adresse à nos adhérents, elle s'adresse à la profession, puisque l'autorégulation vient de la profession, il faut le rappeler. D'ailleurs, elle n'est financée que par la profession, il n'y a aucune subvention publique et c'est volontaire. Pourquoi il y a besoin de faire une campagne comme ça auprès de vos adhérents en ce moment? Parce que pour replacer l'autorégulation dans la pression dont parle Frédéric, la pression politique qu'on peut entendre et que tout le monde entend, l'autorégulation étant une des réponses. Et une réponse qui est collective, qui n'est pas nouvelle, 85 ans derrière nous, et qui a su quand même démontrer. Elle n'est pas que franco-française en plus, il faut aussi le rappeler. Tous les pays démocratiques, en tout cas, ont de l'autorégulation de la publicité, qui travaille très bien à côté du droit dur. Mais quand le droit dur, quand elle surréglemente ou parfois surtranspose même des règles que l'on a pourtant adoptées au niveau européen, c'est là où ça coince. Et donc il faut aussi rappeler que, et à la profession qui parfois forcément ils peuvent s'estimer bridés, alors que toutes les bonnes idées, on est là pour les accompagner, mais les règles sont décidées par la profession, et c'est toujours mieux quand elles sont décidées par la profession elle-même. On écoute, là encore, la profession n'est pas entre elles, elle écoute très bien ce que la société attend, ce que les consommateurs attendent, ou ce que les pouvoirs publics attendent, et c'est ça aussi la démocratie. Et quand la Convention citoyenne a des idées assez radicales sur la responsabilité, on va dire, de la publicité dans la dégradation de l'environnement et d'un certain nombre de choses, ça rend le rôle de la RPP encore plus important? Oui, parce qu'il faut rappeler que ça part pas de rien. Alors que parfois on pouvait lire qu'il y aurait un rien, il fallait absolument réguler, ce qui est complètement faux. Il y a déjà énormément de textes de droit dur. Et en plus, il y a justement des engagements très forts, et a fortiori sur tout ce qui est le développement durable. Ça fait 30 ans que la profession, régulièrement, se fixe des règles déjà très exigeantes sur les allégations. Ne pas aller trop loin, et notamment ne pas dévaloriser ce qu'on appelle les impacts éco-citoyens, grosso modo, de la publicité, ce que les citoyens avaient pu relever. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas à l'encontre, la publicité ne va pas aller à l'encontre de ce que, à un moment donné, alors évidemment les temps changent, à un moment donné, et c'est pour ça que la règle a encore été modifiée en 2020, pour renforcer cette idée que, évidemment, la publicité est contre tout ce qui pourrait aller sur la biodiversité, etc. Justement, c'est l'inverse. On doit montrer par la publicité les meilleurs comportements, et là, la publicité aide, et c'est le rôle de l'arbre de l'accompagner. C'est pour ça qu'elle a de l'avenir, la publicité. Merci Stéphane Martin d'être venu sur notre plateau aujourd'hui, directeur général de l'ARPP. Merci Frédéric Roy d'avoir été à mes côtés. Hebdocom, c'est fini pour aujourd'hui. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.